Madame, salut monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le dimanche, c'est l'heure de Panafricom et vous êtes sur le grand groupe Canal Aoussa et c'est Canal Aoussa TV en partenariat avec Panafricom, c'est le portail numérique de Luc Michel depuis Bruxelles et Média d'Afrique TV. Et ce jour, en première partie de Panafricom TV, nous partons au Soudan, 103 morts dans le Nil bleu en moins d'une semaine. En l'espace d'une semaine donc, il y a eu une catastrophe, pratiquement une scène meurtrière de ce côté, plus de 105 morts, 291 blessés. Le calme n'est revenu que cette semaine, car tout cela s'est passé la semaine dernière, mais le calme n'est revenu que cette semaine qui vient de s'achever, justement mercredi dernier. Mais alors on commence à se poser la question de savoir ce qui agite encore de plus belle le Soudan du Sud avec ces affrontements et ces affrontements tribaux et justement ces morts en cascade. Jeu et enjeu donc des scènes ou des crimes tribaux dans cette région. Est-ce qu'on repart vers les affrontements et vers la guerre qu'on avait déjà vécue dans le passé? En tout cas, Luc Michel va nous le dire tout à l'heure, et Luc Michel qui va aussi aller explorer justement en République centrafricaine, où pratiquement la France en réalité fait feu de tout bois. La France dit pratiquement que la Russie est en train d'être payée par un lourd tribut de guerre en République centrafricaine. Luc Michel nous dira le contraire, qu'en principe la Russie n'est passée que par où la France était passée par avant et que c'est les mêmes méthodes et dont la France n'a pas à en rougir puisque cette fois-ci elle a perdu la main, elle n'a pas la même mise en République centrafricaine. Et tout naturellement, nous irons au sommet du monde. Quelles sont les suites de l'accord d'Istanbul? L'accord justement qui avait été acté dernièrement pour laisser passer près de 25 millions de tonnes de céréales ukrainiennes. Mais à peine que l'accord a été signé, qu'on a suivi encore des bombardements au niveau d'Odessa et qu'on a suivi justement des plaintes. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur l'application de cet accord dont l'effectivité, ou tout au moins le temps de l'application, c'est 120 jours. Madame, voilà la première partie de Panafricom de ce jour, mais le grand ancrage, ce sera le Soudan. Et je vais sur ce pied à Bruxelles pour prendre Luc Michel, puisqu'il est déjà là, géopoliticien, près de 50 ans de combat de liberté, de vérité, et panafricain, qui a justement suivi le guide de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi, jusqu'à ce qu'il soit assassiné en Mondovision par ceux-là qui en réalité disaient à tenir le nouvel ordre mondial international, le nouvel ordre mondial. Et je dois citer à ce niveau Nicolas Sarkozy qui avait d'ailleurs dit personne, mais alors aucune force dans le monde ne pourra enfreindre à ce nouvel ordre mondial. Il est aujourd'hui au garage. En tout cas, Luc Michel est une figure de choix. Luc, bonsoir et bienvenue. Bonjour Hubert, bonjour à ton équipe et bonjour surtout à tous nos téléspectateurs. Effectivement, nous allons commencer notre périple de ce dimanche par la RCA. Vous savez que Emmanuel Macron a tenu un grand discours à Yaoundé puis à Cotonou. Il a accusé le soi-disant groupe Wagner de se livrer au pillage des ressources africaines pour se financer. Eh bien, aujourd'hui, c'est le gouvernement centrafricain qui vient de répondre à Macron en précisant que la France se payait exactement de la même façon que les Russes se payent aujourd'hui. Il l'a fait avec humour, puisqu'il évoque Mozart, Beethoven et les autres groupes Wagner et Dieu sait qui. C'est évidemment un camouflet pour Macron. Macron est un petit imposteur. Il faut noter que la thématique du groupe Wagner, d'ailleurs, n'est pas une thématique française. C'est une thématique qui a été inventée par le State Department américain et les réseaux de George Soros au printemps 2020. Elle a été reprise quand Bozizé a tenté son putsch en 2021 dans les médias français, notamment Jeune Afrique et Marianne. Et depuis, c'est Macron directement qui la reprend. On notera qu'au cœur de cette thématique, il y a la guerre de communication, puisque dans le livre qui lançait l'assaut contre le groupe Wagner, un chapitre m'était consacré
où je suis présenté comme un des 5 principaux propagandistes du groupe Wagner en Afrique. Précisons que le groupe Wagner est supposé dirigé par un milliardaire russe, Eugène Prigozhin, que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Jamais rencontré ces milliardaires russes. Alors, dites-nous un peu au-delà donc de cette prise de position ferme du président Faustin Archange Touadéra. On sait que cette lutte, ce combat d'influence qui est médiatique, mais qui est aussi acté, parce que je vais quand même vous balader dans cette double guerre. Il s'agit d'une guerre économique, mais beaucoup plus aussi d'une guerre géopolitique, c'est-à-dire, en principe, la BEAC serait en train de vouloir stopper le projet du Bitcoin de la République centrafricaine et serait donc parti pour créer aussi une crypto-monnaie. Alors, il y a ça, il y a ce que vous venez de dire. Lorsqu'on prend tous ces propos, est-ce qu'aujourd'hui la République centrafricaine est rassurée de son allié et des affrontements qui auront cours certainement, que ce soit au plan médiatique, même au plan sécuritaire? Oui, d'ailleurs, la Russie se tient fermement derrière le gouvernement de Bangui, mais ce n'est pas un hasard si Macron a attaqué sur le thème de Wagner. On renouvelait cette semaine au Conseil de sécurité des Nations Unies la question de l'embargo sur les armes qui désarme les FACA face aux groupes rebelles. Et lors de ce Conseil de sécurité, la Russie et la Chine ont voté pour la levée de l'embargo avec le gouvernement centrafricain et les Britanniques, les Français, donc le gouvernement d'Emmanuel Macron et les Américains ont voté malheureusement pour le renouvellement de l'embargo. On notera enfin encore quelque chose qui est très important, c'est que les 3 pays africains qui sont présents à titre temporaire au Conseil de sécurité n'ont pas participé au renouvellement de l'embargo. La deuxième chose, c'est que la Centrafrique est victime d'une guerre médiatique. Toutes les officines parisiennes en Côte d'Ivoire, en Centrafrique comme Corbeau News, mais surtout Jeune Afrique à Paris, le moniteur officieux de la France-Afrique, ont annoncé que la Centrafrique ne parviendrait pas à lancer le Bitcoin, que c'était un projet borné. C'est tout à fait faux, puisque cette semaine, on a commencé à mettre en vente le Sango Coin. On va rester là avant d'aller voir vers cet accord d'Istanbul. D'ailleurs, qu'il y a un lien parce que vous parlez là pratiquement d'un partenaire de la RCA, c'est-à-dire dans cet accord, on va parler d'un partenaire prononcé et acté de la RCA. Mais on va rester dans cette affaire. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les chassés-croisés des 2 plénipotentiaires, en tout cas un président de la République, Emmanuel Macron, qui a été justement au Cameroun et au Bénin, en Guinée-Bissau, et l'autre, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est-ce que en réalité la République centrafricaine est rassurée dans ces jeux d'influence, puisque le Congo à côté a pratiquement, le président Denis Sassou Nguesso du Congo a reçu pratiquement dans son village natal Oyo le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov. Est-ce que la République centrafricaine est dans ce jeu d'intérêt-là, et est-ce que c'est allié aussi avec ces pays qui, en réalité, prennent position derrière la Russie? Macron venait en Afrique porter les valises des États-Unis. Les États-Unis ont lancé une grande campagne contre la Russie avec un aspect guerre économique et un aspect guerre géopolitique. Et bientôt, c'est le ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, qui va entamer une grande campagne en Afrique. Lavrov est évidemment entamé une tournée diplomatique pour venir contrer Macron, qui porte les valises du State Department. Il est venu officialiser, Lavrov, la présence de la Russie dans de nouveaux pays africains. L'Égypte, qui est jusque-là était l'allié des États-Unis. Le Soudan, l'Éthiopie, dans lequel la Russie se tient dans le cadre de la sécession du Tigré,
Nous allons en reparler dans le sujet du Soudan, puisqu'il a des implications en Éthiopie. Et enfin, la France est allée visiter son principal allié dans le Golfe des Guinée, le Congo-Brazzaville, auquel des accords militaires le lient avec la flotte russe qui a dorénavant accès depuis 2020 au port en eau profonde de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Voilà donc évidemment pourquoi les alliés de la Russie, comme la Centrafrique, sont tout à fait rassurés. Pourquoi est-ce que la France n'a pas été ni au Mali, ni en Centrafrique, ni en Libye? Pourquoi est-ce que Macron non plus? Parce que dans ces trois pays, les choses sont pliées. C'est la Russie qui a remporté le combat et c'est la France qui part piteusement sur la pointe des pieds, la queue entre les jambes. Pour Macron, le précaré français en Centrafrique, au Mali, mais aussi en Libye, où la France avait depuis 10 ans, depuis la destruction de la Jamaïria de Kadhafi, d'importants liens, tout cela est terminé. J'ai rappelé cette destruction en Mondovision, assassinant en Mondovision comme un chien, et c'est d'ailleurs ce monde-là qui proclame l'humanité, qui proclame les civilités, qui proclame un ensemble de valeurs, alors que en Mondovision, on abat des dirigeants du monde, des dirigeants des peuples, on laisse les peuples dans le chaos. De toutes les manières, ce sont les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. D'ailleurs, les faits sont tellement têtus. Et on va donc quitter justement cet ancrage du golfe de Guinée où pratiquement les choses ne seront plus comme avant. Et d'ailleurs, Luc Michel, avant de quitter décidément ce golfe de Guinée, j'annonce, et vous le savez très bien, qu'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, est annoncé justement en Afrique, donc en Afrique du Sud, et naturellement au Congo, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Donc c'est des chassés-croisés, c'est des jeux d'influence, c'est l'économie des blocs qui est en place. Peut-être vous allez dire un mot sur cette visite annoncée. Elle est déjà annoncée pratiquement officielle au plébiscite, c'est-à-dire au département d'État et naturellement à la Maison Blanche, naturellement. Alors, on va à Istanbul, c'est-à-dire pour examiner les suites de cet accord. Je venais de dire, peut-être que vous allez vous prononcer sur cette haute campagne d'Anthony Blinken qui a annoncé de manière pompeuse. Luc Michel, que doit-on savoir des suites de l'accord d'Istanbul entre Kiev et Moscou lorsqu'on sait qu'en principe cet accord ne s'est pas signé sous de très bons auspices entre les deux pays, mais en réalité, avec l'entremise de M. Erdogan, le président turc, et Antonio Guterres de l'Organisation des Nations Unies. Que doit-on retenir des suites de cet accord après une semaine, Luc Michel? Avant de parler d'Istanbul, il faut qu'on dise un mot sur les tournées diplomatiques rivales en Afrique, celle de Blinken, celle de Macron et celle de la France. Vous avez évoqué pertinemment le fait que l'Occident prétendait représenter des valeurs et qu'en réalité, c'était la brutalité, l'exploitation et l'hypocrisie. Le ministre de la France a répondu depuis Addis Abeba en Éthiopie à cette hypocrisie occidentale. Il a répondu aux États-Unis dans un discours où pas une seule fois il n'a mentionné le nom de Macron ou de la France, ce qui révèle le mépris dans lequel on tient la France en Russie. Évidemment, la France a expliqué qu'il y avait deux modèles, soit la continuation du modèle américain, qui était le modèle de l'exploitation avec brutalité, soit le monde multipolaire. On rappellera que cette semaine, il y a le Figaro Magazine qui sera un numéro spécial de son magazine historique qui est consacré aux conquistadors espagnols. Il explique que la globalisation a commencé par une guerre brutale de conquête, celle des conquistadors espagnols, dans lequel l'Occident a commencé à dominer économiquement le monde. Il y a un livre qui continue ce travail du Figaro Magazine
c'est le livre noir de la globalisation. Il explique que la globalisation a fait presque 1 milliard de morts et que la globalisation made in USA, celle que combattent la Russie, la Chine et l'Iran, elle a accompagné toutes les guerres depuis 35 ans de l'Occident, toutes les guerres de conquête en Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan, en Asie et en Afrique, bien entendu, au Proche-Orient. Les printemps arabes et les printemps africains, ce sont des séquelles géopolitiques de la guerre économique que représente la globalisation. Ce temps-là est terminé. Jusque-là, évidemment, les peuples n'osaient pas répondre. L'Occident faisait régner, nous parlons d'une période qui va de 1991, chute de l'Union soviétique, à 2015-2016. Le monde tremblait devant l'Occident et n'osait pas répondre. Les révolutions de couleur, les printemps arabes, les printemps africains, tout cela a été subi par les peuples. Mais en 2015-2016, Vladimir Poutine a décidé de contre-attaquer. Il a commencé par neutraliser le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et depuis cette époque, la Russie apporte à ses alliés de l'oxygène géopolitique, militaire, économique et diplomatique. Merci Luc Michel. Alors, on peut donc se dire, c'est vrai, vous êtes appesanti sur ces influences en principe dans leur ancrage géopolitique et géostratégique, mais rentrons dans cet accord d'Istanbul. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce corridor des céréales? Qu'est-ce qui se passe avec le projet de la Nouveau-Russia? Est-ce qu'en principe cet accord, parce que beaucoup ont escompté, c'est d'ailleurs la prétention maintenant avouée de M. Volodymyr Zelensky, il escomptait qu'en principe, les actions de la police internationale de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine allaient s'arrêter. Que doit-on savoir de cet accord et de ses suites? On est à une semaine, quelques jours, il doit s'exercer pendant 120 jours. Luc Michel. Écoutez, tout d'abord, il y a un lien direct avec l'Afrique, puisque Macron, dans ses discours de Yaoundé, de Cotonou, a mis en cause la Russie, qui, d'après lui, utilisait l'arme économique comme une arme dans sa guerre hybride. Lavrov lui a répondu depuis Addis Abeba. Il a rappelé que la crise alimentaire avait commencé avant l'opération spéciale en Ukraine. Il a d'ailleurs été invalidé par le Fonds monétaire international qui a révélé que la crise alimentaire avait commencé par une spéculation sur les matières alimentaires et les engrais qui avait commencé en janvier 2020. C'est-à-dire, la Russie a précisé qu'elle ne s'opposait pas à la vente du blé ni russe ni ukrainien et qu'elle ne s'opposait pas à la vente des engrais. C'est pour ça qu'elle a, avec la Russie, accepté des accords d'Istanbul qui permettent l'évacuation des céréales. Mais immédiatement, les Ukrainiens ont présenté cela comme une victoire géopolitique et l'OTAN comme une politique, je cite, de puissance ukrainienne. Le lendemain des accords d'Istanbul, la Russie a donc frappé les installations militaires dans le port d'Odessa, mais ça n'a aucun lien avec l'exportation de céréales. Les premiers navires sont arrivés, notamment au Liban, et ils venaient livrer non pas des céréales ukrainiennes au peuple libanais et au peuple syrien, mais des céréales russes. Voilà ce qu'il faut retenir. Derrière l'affaire du Donbass, il y a une guerre médiatique. Les Russes parlent d'une contre-offensive dans le Donbass. Ils prétendent appeler à évacuer la population. Ils prétendent qu'il y aurait des bombardements, en oubliant de dire que depuis mars 2014, je le sais bien puisque j'ai participé à cette opération géopolitique, à Donetsk et à Lugansk dans le Donbass, il y a 2 républiques russes autoproclamées. Il y a donc pas un bombardement de la Russie sur des populations et des villes qui lui appartiennent, mais il y a un bombardement des Ukrainiens qui ont fait, depuis mars 2014, ils appellent ça l'opération antiterroriste, a fait 14 000 morts. Aujourd'hui, les bombardements continuent. Ils sont menés avec l'aide des armes américaines
et des fameux canons César français. Particulièrement hier, il y a eu des bombardements à Sébastopol en Crimée qui ont emmené à des armes françaises. Vladimir Poutine a déjà annoncé que ça ne serait pas sans conséquence, que de nouveaux missiles hypersoniques allaient être mis en lieu et place par la marine russe, notamment en Crimée. Il faut préciser une dernière chose, c'est que la Russie a laissé entendre que dorénavant, comme cible légitime, il y aurait plus seulement les lieux d'implantation des armes occidentales, mais les centres de commandement de l'État ukrainien. Merci à vous, Luc Michel. Alors, puisqu'on l'a dit, on sait donc dans cet accord, dans cet accord conclu avec les deux parties en guerre, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnalités internationales, que ce soit des deux parties, qui ont fait des réserves sur cet accord et qu'en réalité, cet accord, pour certains, était un pied de grue, un pied de nez. Par exemple, la Russie, et pour l'Ukraine, ça lui donnait des pantoufles, ou tout au moins, ça lui donnait du zèle pour pouvoir exposer justement ses actions avec ses alliés. Pardon. Alors, Luc Michel, on quitte le sommet du monde parce qu'en principe, le conflit russo-ukrainien est le principal ancrage au plan international, donc géopolitique et géostratégique, où beaucoup de choses se dessinent et en réalité sont en train de prendre corps. On vient donc dans cette région du Soudan et actuellement c'est le Soudan du Sud. Luc Michel, quelle est la genèse de cette affaire et qui nous fait remonter encore à des morts au Soudan du Sud, vers le Nil bleu? Donc, elle commence au début des années 1960. Elle est lancée par les Israéliens. Pourquoi les Israéliens? Parce qu'ils ont des intérêts directs dans la province éthiopienne du Tigré et au Sud-Soudan. Ce sont des zones dans lesquelles ils vendent leurs armes et dans lesquelles ils essayent de s'emparer des ressources en eau pour alimenter la Gaza et la Cisjordanie occupées par les Israéliens et le plateau du Golan. Aujourd'hui, la déstabilisation du Soudan, elle continue. En 2010, les Américains de l'Atlantic Council, ils ont organisé la reconnaissance de la sécession du Sud-Soudan par les Nations Unies, qui est un État indépendant. Mais aujourd'hui, la déstabilisation du Soudan continue dans 3 provinces, le Darfour, le Kordofan et le Nil bleu. En 2019, sous Trump, on avait dit que Trump, certains imbéciles, je les appelle comme ça des idiots utiles de l'impérialisme américain, ont dit que Donald Trump était un allié de l'Afrique. En réalité, c'était un président impérialiste comme les autres. Il a lancé en 2019 la nouvelle politique africaine de Trump. Elle a constitué pour premier point la déstabilisation et le renversement par une révolution de couleur d'Omar el-Béchir au Soudan. Les Américains ont mis en place un gouvernement pro-américain avec un premier ministre, Abdallah, donc qui a un passeport américain et qui est un employé du think tank américain Atlantic Council. Abdallah, donc, ensuite a été renversé par des militaires soudanais, des généraux soutenus par Abdel Fattah al-Burhan, soutenus par la Russie. L'enjeu géopolitique étant le projet d'implantation, avec l'aide de ces généraux, d'une base militaire de la marine russe à Port-Soudan, à l'entrée de la mer Rouge. La déstabilisation du Soudan, elle continue donc. Maintenant, après le Kordofan et le Soudan, c'est une guerre qui est au Nil bleu. Et elle concerne directement le canal Haoussa, puisque le principal ethnie qui est prise en cause, ce sont les Houssas. Les Houssas sont présents depuis le Soudan jusqu'au Cameroun, et c'est la nouvelle tactique des Américains. Les Américains s'emparent de questions ethniques qui couvrent de vastes régions, et comme ils l'ont fait avec la Chine, avec les Ouïghours au Xinjiang, ils rayent maintenant des questions à la Ouïghour en Afrique. Il y a les Haoussa entre le Soudan et le Cameroun, et il y a les Kanouris
sur toutes les rives du lac Tchad et au Cameroun, les canories sont destinés à remplacer l'échec de l'opération américaine de l'Amazonie. Et évidemment, la question Oussa, elle est destinée à déstabiliser non pas seulement le Soudan, mais également l'Éthiopie, puisque la province du Nil bleu est voisine de l'Éthiopie. Il y a donc eu des émeutes. Ce sont des émeutes pour les terres et l'eau. Elles vont s'affronter les Oussa et une autre ethnie instigée par les Américains et les Israéliens qu'on appelle les Tabriz. Il y a eu plus de 100 morts et plus de 500 blessés. C'est le deuil pour le Soudan. La preuve des déstabilisations occidentales américaines, israéliennes et françaises, c'est l'exploitation de populations en détresse. C'est ce que les Américains et les Israéliens font actuellement, aussi bien avec les Oussa, qui sont pris au pied de la déstabilisation occidentale, mais aussi avec les Tabriz. Donc ce n'est pas fini pour le Soudan. Malgré la sécession du Sud-Soudan, malgré l'échec dans l'État voisin de la sécession du Tigré, puisque les Éthiopiens, avec l'aide des Russes, des Chinois, des Iraniens, ils ont gagné la guerre civile. Maintenant, la déstabilisation continue sur le Nil bleu contre le Soudan lui-même. Merci à vous, Luc Michel. Ben, on reste dans cet ancrage. Vous dites, ben là, nous sommes sur Canal Aoussa. Alors, vous dites qu'ici, c'est la fibre ethnique qui est définitivement, ou alors pas définitivement, qui est mise en exergue actuellement. Ben, alors, est-ce que il n'y a pas une interpellation pour ces communautés tribales-là, de ce côté? Est-ce que les Américains, c'est les Américains qui sont sur le terrain, parce que vous pointez du doigt là, les Américains, mais comment on peut comprendre cette affaire sur la réalité du terrain, que des communautés tribales s'opposent ainsi sur le prisme des raisons géopolitiques et géostratégiques, Luc Michel? Il faut comprendre que les Américains ont une grille de lecture qui est ce qu'on appelle une grille opérationnelle. Elle a permis ce qu'on a appelé le Grand Moyen-Orient, sous Bush II, qui est une zone en fait qui va du Maroc jusqu'à l'Asie centrale et du Golfe de Syrie jusqu'au Golfe de Guinée. Ensuite, elle a permis avec Obama le printemps arabe, puis le printemps africain, et enfin, elle a permis la nouvelle politique africaine de Donald Trump, puis le super printemps arabo-africain de Joe Biden et de Kamala Harris. Cette grille de lecture, c'est le choc des civilisations. C'est-à-dire que les Américains prétendent expliquer la géopolitique mondiale par un choc des civilisations, des religions et des ethnies. Tout ce qu'on a appelé le printemps arabe et le printemps africain, ce sont des guerres de religion et d'ethnie. Et c'est particulièrement vrai au Soudan, en Éthiopie et dans la Corne de l'Afrique, au Soudan, on a commencé à opposer les populations chrétiennes et animistes du Sud-Soudan contre les populations musulmanes du Soudan lui-même. Ça a donné la sécession du Sud-Soudan. Et maintenant, on continue, puisqu'on oppose les musulmans du Kordofan et du Nil bleu et du Darfour aux populations animistes, notamment les Haoussa du Nil bleu, mais également les populations chrétiennes du Darfour et du Kordofan. Ces populations en détresse, à qui on vient voler les terres et l'eau, évidemment, elles sont instrumentalisées dans leur détresse, et la violence des populations musulmanes est instrumentalisée pour les Occidentaux. Les musulmans qui attaquent les catholiques, les chrétiens, pardon, excusez-moi, qui attaquent les chrétiens et les animistes, eh bien, évidemment, toutes ces populations, elles font le jeu de leurs pires ennemis, les Israéliens, c'est-à-dire les sionistes et les Américains et leurs porteurs de valises. Oui, Luc Michel, je voudrais qu'on reste dans cette affaire parce que quand vous parlez là de la communauté Haoussa, et là vous avez pratiquement pris la dorsale du Soudan,
Et là, ça descend puisque vous avez pris cette dorsale jusque pratiquement au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas un plan, ou alors si l'on suit votre trajectoire, il n'y a pas quelque chose de latente qui voudrait peut-être être ensemencé déjà à ce niveau du Soudan du Sud pour pouvoir grossir en termes d'amplitude même géographique. On pourrait parler de géographique, c'est-à-dire éminemment géopolitique. Est-ce qu'on peut voir avec ce prisme-là? C'est parce que le but de la déstabilisation, c'est de toucher un maximum de régions. Pas seulement le Nil bleu, puisque maintenant les émeutes à Oussa, elles ont gagné le Nord Kordofan, qui est la province voisine du Nil bleu, qui était déjà touchée depuis 3 ans par déstabilisation, mais elle touche également la province voisine de l'Éthiopie, où il y a également des populations à Oussa. Quel est le but des Américains? Évidemment, c'est de créer des questions régionales, ethniques. Il y a la question des Oussa qui touche donc le Kordofan, le Nil bleu et l'Éthiopie et le Soudan. Il y a la question Kanouri qui a été lancée en début d'année à Yaoundé au Cameroun. Yaoundé ayant laissé imprudemment l'ambassade américaine faire une grande conférence. Le but évidemment, c'est de déstabiliser tous les États des rives du lac Tchad, puisque la population Kanouri, c'est une population musulmane qui est présente au Tchad, au Nigeria, mais également au Cameroun et au Niger, principalement au Cameroun. Le but des Américains, c'est de faire de la question Haoussa, de la question Kanouri, l'équivalent, comme je le disais, de ce qu'est la question des Ouïghours contre la Chine, évidemment en Asie centrale. Michel, on reste sur ce prisme-là, mais on va quand même examiner cela en rapport avec le Soudan, en fait, les deux, si l'on doit dire ainsi, parce que ce qui commence un peu dans la dorsale, cette dorsale du Nil bleu, du Soudan du Sud, on venait de le faire l'étude tout à l'heure et la présentation, c'est-à-dire c'est une communauté qui est et cette communauté, ça peut aller grandissant, mais aussi ça peut aller grandissant aussi de manière géopolitique et géostratégique. Est-ce que c'est ça le Soudan du Sud qui est concerné ou alors le Soudan du Nord peut rentrer dans la danse, dans cette affaire? Ce n'est pas le Soudan du Sud de Hubert qui est concerné. Le Nil bleu, c'est une province de l'État fédéral soudanais. Le Sud-Soudan a été abandonné aux populations chrétiennes en 2010. L'ONU et les Américains nous avaient garanti qu'ils allaient apporter la paix qui était menacée par Omar el-Béchir. En réalité, depuis 2010, le Sud-Soudan est déchiré par une guerre civile qui est menée entre Salva Kiir, le président, et Riek Machar. C'est une guerre soudanaise qui est alimentée par les arsenaux israéliens. Il y a eu un scandale à Knesset, le Parlement israélien, en 2017-2018. On a révélé que le gouvernement Netanyahou du Likoud se servait du Sud-Soudan pour arroser par les armes du lobby militaro-industriel israélien toute l'Afrique. Il y a actuellement en Afrique, par exemple, 50 000 Kalachnikov qui arrosent tous les pays africains. On prétend que ce sont les arsenaux de Kadhafi. Kadhafi avait une petite population de moins de 3 millions d'habitants. Il n'y avait évidemment pas 50 millions de Kalachnikov en Libye. Les 50 millions de Kalachnikov, ils viennent de la guerre civile du Sud-Soudan. La guerre civile du Sud-Soudan, elle s'est étendue à tous les États voisins, en particulier à la République démocratique du Congo, où les forces de Salva Kiir ont été implémentées par un couloir humanitaire par les casques bleus. Il faut donc dire une chose maintenant, c'est que la sécession, les chocs des Houssa contre l'État Brice, ils concernent une autre province soudanaise, donc du Nord-Soudan, le Kordofan. Il concerne la province voisine
du Nil bleu de l'Éthiopie. Et maintenant, la déstabilisation, elle est destinée à s'étendre au Cameroun, puisque les Occidentaux, dans leurs médias, insistent lourdement sur la présence des Houssas jusqu'au Cameroun. Alors là, c'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est-à-dire que le grossissement, on pourra même dire l'agrandissement de cette affaire, parce que ça commence petit, à part pas petit, puisqu'on est à 105 morts pratiquement, 291 blessés, et que c'est la communauté Hausa. Et là, pratiquement, dans la plateforme où nous sommes avec Canal Hausa pratiquement, et vous dites, il y a une volonté d'une évolution à partir du Soudan du Sud avec cette corne du Nil bleu vers l'Éthiopie et le Soudan du Nord, de pouvoir évoluer avec ces conflits tribaux. Luc Michel, c'est ça l'orientation? C'est ça, mais le gros problème, c'est que la plupart des chefs d'État et des élites africaines, excusez-moi du terme, mais ils sont ignares en géopolitique. Par exemple, au Cameroun, en 2017 au Cameroun, j'ai rencontré des représentants du gouvernement Paul Biya. Je leur ai expliqué ce qui allait se passer et comment était prévue la déstabilisation du Cameroun. Je leur ai décrypté les réseaux américains et allemands qui étaient en œuvre et on ne m'a pas écouté. On pouvait désamorcer la déstabilisation dès 2017 et on ne l'a pas fait. C'est encore ce qui est en train de se passer. Malgré leur lien avec la Russie, les généraux de Khartoum, évidemment, ils ne réagissent pas en termes de géopolitique. Et en dehors de l'Éthiopie, les autres pays ne réagissent pas. Particulièrement, Yaoundé a laissé faire le développement de la question Kanouri, destinée à remplacer la question des Amazoniens par les Américains. Et maintenant, Yaoundé laisse faire l'arme au pied en une totale ignorance la question Hausa, qui va rapidement gagner le Cameroun. Tout cela est malheureux. Il faudrait réagir, évidemment. Des présidents alliés à la Russie, comme Touadéra, évidemment, ne se laissent plus avoir. C'est pour ça que le colonel Assimi Goïta au Mali, ou le colonel, ou le président Faustin Touadéra, ou encore Abiy Ahmed en Éthiopie, c'est pour ça qu'eux, ils réagissent avec pertinence, parce qu'ils ont des conseillers russes. Merci à vous, Luc Michel. On ne va pas dire que les présidents sont ignares. Non. On va pas aller jusque-là. Peut-être qu'il va falloir utiliser un narratif autre. Alors, on reste encore parce qu'on va graduellement vers la fin de ce programme. J'annonce déjà à la deuxième partie de ce programme, nous aurons le professeur Bruno Eto, professeur de sciences du médicament, de la science du médicament. Il est à Paris, il fait le tour du monde. Justement pour ces questions de médicaments. D'ailleurs, vous connaissez Luc Michel et d'ailleurs, on transmet votre bonjour au professeur Bruneto. Vous l'avez fait la semaine dernière et cette semaine, il sera encore là. Et le professeur Kojo Otondi, lui, il est professeur de biologie moléculaire, 40 ans d'expérience, il est à la Sorbonne. On va les retrouver tout à l'heure et la grande problématique, ce sera les MST et leurs dégâts pratiquement en Afrique. Ces deux-là n'ont pas la langue dans leur poche et ils ont l'un et l'autre plus d'une, le premier, le second, c'est-à-dire professeur Kojo Otondi, c'est 40 ans d'expérience, biologie moléculaire, professeur à la Sorbonne, et le professeur Bruno Eto, pratiquement plus de 30 ans d'années de professeur en sciences du médicament. Luc Michel, nous n'y sommes pas encore, on reste encore dans cette affaire de guerre tribale qui commence au Soudan du Sud, mais on vient de voir là toute la corde que cela peut prendre en progressant pratiquement vers le Cameroun, mais surtout qu'on a les chassés croisés et les affrontements en termes de campagne et de visite des puissances internationales. Alors, est-ce que vous pensez que le théâtre, et le Soudan autant pour moi, et cette zone peut être le théâtre de ces affrontements et de ces jeux d'influence, Luc Michel, de ces puissances pratiquement engagées en guerre de campagne?
Luc Michel. J'étais disant que, en fait, la fin de ma question, parce qu'elle concerne beaucoup plus l'affrontement actuel de ces puissances engagées en campagne, en termes de campagne. On a annoncé une nouvelle campagne d'Anthony Blinken, là c'est les États-Unis d'Amérique. Est-ce que le Soudan qui a été fractionné, on le sait, avec une histoire lourde en termes de sang, en termes de criminalité, en termes de mort, est-ce qu'aujourd'hui le Soudan peut resservir peut-être de théâtre d'un autre renouvellement des affrontements de ces puissances internationales, Luc Michel? Luc Michel, il va certainement nous retrouver, il est avec nous à Bruxelles, je le disais tantôt. Luc Michel nous a exposé déjà tout au long de cette première partie de Panafricom. On est parti de cette situation de la RCA, le président Faustin Archange Touadéra n'a plus mis les gants cette fois-ci, il est sorti pour dire à Emmanuel Macron qu'en principe, ce qui a servi de payer la Russie, ce qui a servi de payer la France depuis 1960 en République centrafricaine, c'est justement ce qui fait payer la Russie, et même mieux parce qu'aujourd'hui, le pays est pratiquement stabilisé, c'est-à-dire les rebelles qui, en principe, commandaient le pays et ne laissaient que Bangui et pratiquement le point kilomètre 5 qui était pratiquement aussi envahi à tout moment dès lors que un président à Bangui voulait justement être d'une ère, en fait, d'un ton un peu insoumis et rebelle. Bozizé en a payé ainsi, pratiquement il a été renversé par la Séléka, c'est-à-dire qu'à Bangui, il n'y avait pratiquement il n'y avait pas de sécurité. C'est le dernier à avoir été renversé de cette manière. C'est vrai que le renverseur, si on peut le dire ainsi, Monsieur Michel de Tchodia était aussi parti d'une manière un peu malencontreuse. Alors Luc Michel venait de remonter cette position du président Faustin Archange Touadéra qui a été pratiquement claire. Ce qui paye la Russie, c'est ce que se sert la Centrafrique de payer ses partenaires, dont il n'y a pas à aller chanter Beethoven là-bas, aller parler de Mozart et de Wagner de ce côté-là. Et nous avons aussi examiné cette situation en Ukraine. Pratiquement, même chose, Poutine reste le maître des horloges, même s'il y a eu un accord qui a une volonté en filigrane d'être saboté. Même Poutine et la Russie ne se font pas prendre par le jeu, parce qu'en principe, il démontre à suffire qu'il y a déjà une volonté au départ de ne pas pouvoir déminer les ports, de pouvoir rester dans la ligne de démarcation de la non-application de cet accord, et que de son côté, les jeux en réalité sont maîtrisés. Nous parlons donc du Soudan, le Nil bleu. Il y a une semaine, 105 morts. Plus de 105 morts, pratiquement 291 personnes tuées, parmi lesquelles aussi des civils. On se posait la question de savoir, est-ce qu'on revient à la case départ de ce Soudan qui avait été partitionné? Luc Michel nous a démontré que c'est une guerre tribale qui pourrait même avoir des prolongements un peu de manière géopolitique et géostratégique jusqu'au Cameroun, en prenant le Soudan du Nord par l'aile du Nord et en passant par l'Éthiopie. Luc Michel, alors, on se pose maintenant la question, une des questions centrales. Est-ce que cette plaie qui est en train de s'ouvrir ou se rouvrir est une plaie qui va engager les puissances en confrontation? Luc Michel, on l'a perdu, on va peut-être le retrouver tout à l'heure. Le temps de prendre une transition pour revenir sur ce plateau. À tout de suite, mesdames et messieurs.
Retournons sur ce plateau, on va aller retrouver Luc Michel à Bruxelles. Je t'ai disais tout à l'heure que nous faisons là pratiquement avec Luc Michel l'expertise internationale avec des faits à l'appui. C'est pour ça que je dis que les commentaires de sous-quartier, les commentaires des bars et des gargotes, il faut souvent les laisser. Nous parlons des faits et des faits qui peuvent être vérifiés un peu partout. Alors nous parlons là donc de la situation du Soudan avec la semaine, non pas la semaine, pas cette semaine, mais la semaine dernière avec ce qui se passait. Et ce mercredi, le bilan fait, on est pratiquement, on était donc mercredi, on était à 105 morts dans ces affrontements tribaux dans la région du Nil Bleu, dans le Soudan du Sud. Mais il y a une relation et une corrélation, si on peut même le dire ainsi, dans ces situations qui se déroulent avec une volonté géopolitique et géostratégique de déstabilisation. C'est ce que Luc Michel a campé tout à l'heure. Et cette déstabilisation voudrait s'appuyer pratiquement aujourd'hui sur les affrontements tribaux. Et les Haoussa pratiquement sont en ligne de mire dans cette affaire. Et je disais tout à l'heure, Luc Michel, est-ce que, je crois que vous êtes revenu et que la connexion entre nous et Bruxelles est au point, et est-ce que dans cette affaire au cœur du Soudan, est-ce qu'il est question de reprendre les mêmes théories pour les mêmes effets d'il y a des années? Vous avez situé pratiquement en 1960 qui se sont soldés par l'émiettement du Soudan et la séparation, ou tout au moins la division du Soudan. Luc Michel. Écoutez, bonjour Hubert, je suis de retour. Les Occidentaux, ils manquent singulièrement d'imagination. Ils nous réservent depuis 60 ans les mêmes scénarios géopolitiques, les mêmes grilles de lecture et d'instrumentalisation. Dans toutes les déstabilisations africaines, on oppose des ethnies. Et dans le cas du Soudan, on oppose des musulmans aux populations chrétiennes et aux populations animistes. C'est ce qui se passe ici dans le cas du Nil Bleu. Mais auparavant, c'est ce qu'on a employé au Sud-Soudan, c'est ce qu'on a employé au Tigré, c'est ce qu'on a employé au Darfour, c'est ce qu'on a employé au Kordofan. Simplement, lorsqu'on ne sait plus opposer les religions, on oppose simplement les ethnies. Au Sud-Soudan, la lutte entre chrétiens et musulmans, elle a fait place entre ethnies chrétiennes et animistes sud-soudanaises. C'est une guerre civile qui dure depuis 2010, qui a fait des centaines de milliers de morts et qui a vu l'utilisation massive par dizaines de milliers de l'arme du viol contre les femmes des ethnies minoritaires. Merci à vous, Luc Michel. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Quel est le message, puisque cette affaire concerne éminemment pratiquement toute l'Afrique, et même l'Afrique, le Sahel, et pratiquement le golfe de Guinée en termes de stabilité et d'instabilité. Quelles sont les leçons? On sort de cette édition avec quel type de leçons vis-à-vis de cette situation? Leçons, message, naturellement, des éléments qu'il faut décoder tout au long de la semaine, parce qu'on reviendra certainement sur cette montre, ou bien Jo2 mercredi prochain. Quelles sont les leçons et les éléments qu'il faut retenir, sur lesquels il faut agir pour ne pas laisser perdurer le mal? La première leçon, c'est que l'Afrique doit chercher de nouveaux alliés, ce que j'ai appelé les alliances géopolitiques alternatives. Ce sont les alliances de l'axe Eurasie-Afrique. Ce sont les puissances de l'Eurasie, la Russie, l'Iran, la Chine, qui ont les armements, le siège au Conseil de sécurité, la diplomatie active pour neutraliser les Occidentaux, comme ils l'ont fait dans tous les pays auxquels ils sont alliés. Il n'y a pas, j'entends parfois des théories africaines qui ne tiennent pas la route, qui disent que les Africains doivent mener seuls le combat, que la Russie viendrait remplacer les Français, les Américains, les Britanniques, les Belges ou les Espagnols. C'est totalement faux. La Russie, elle mène un rôle libérateur, et c'est en alliance avec la Russie que seule l'Afrique peut se dégager du néocolonialisme et de l'exploitation. La seconde leçon, c'est que les Africains doivent s'initier à la géopolitique. La géopolitique, c'est la science du 21e siècle.
c'est celle qui explique aujourd'hui la marche humaine. Au 19e siècle, c'était l'économie politique. L'économie politique d'Adam Smith le libéral, de Friedrich Nietzsche le nationaliste économique, de Karl Marx, parce qu'à l'époque, l'économie politique expliquait la marche du monde, l'impérialisme, le néocolonialisme, etc. Aujourd'hui, il n'y a que la géopolitique. La géopolitique révèle les manœuvres occidentales, les grilles de lecture, l'instrumentalisation. Elle met à nu les révolutions de couleur, le printemps arabe, le printemps africain, la nouvelle politique arabe de Trump, le super printemps arabo-africain de Biden et Kamala Harris. L'Afrique doit s'initier à la géopolitique pour comprendre ce qui lui arrive et démonter les complots occidentaux. Démonter les complots occidentaux. Alors, Luc Michel, merci pour cette expertise. On arrive au terme de ces 1 heure qui vous sont généralement consacrées pour le dimanche. C'est-à-dire, on sait qu'à Bruxelles, c'est pratiquement 14 heures. Mais en Afrique centrale, c'est 13 heures. Alors, Luc Michel, comment vous regardez le monde pour la semaine qui commence déjà aujourd'hui? Quelles sont les perspectives sur lesquelles, en principe, on pourrait s'orienter en termes de grille de lecture du monde? Suivre la crise en mer de Chine autour de Taïwan, qui est une provocation américaine. La troisième personnalité de l'État américain, Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des congressmen, qui est une proche de George Soros, de Biden, de Kamala Harris. Elle est en visite en Asie, elle va en Corée du Sud, elle va au Japon, et elle projette d'aller à Taïwan provoquer la Chine. La Chine a réagi, elle organise des manœuvres dans le détroit de Taïwan, principalement avec des armements lourds, et elle a annoncé que si Nancy Pelosi se rendait à Taïwan, c'est-à-dire abandonnait la théorie géopolitique d'une seule Chine, c'est-à-dire que la Chine continentale, Taïwan et Hong Kong forment un seul État chinois. Les Chinois ont annoncé qu'il y aurait des mesures de rétorsion contre les Américains. C'est ce point chaud de la planète qu'il faut suivre. Déjà, la diplomatie russe a annoncé qu'elle soutenait la Chine dans cette affaire, la Corée du Nord également. Alors là, Luc Michel, c'est une pointe avec Joe 2 de mercredi prochain, c'est-à-dire géopolitique, géostratégie. Alors, dans cette affaire, on peut comprendre que les États-Unis continuent avec cette manœuvre d'ouvrir plusieurs fronts à la fois. Luc Michel, on sort par là. Les Américains, avec leurs domestiques de l'OTAN et en particulier les Français, c'est le parti de la guerre. Dans toutes les régions du monde, ils poussent à la confrontation, à la guerre. La guerre contre la Russie en Méditerranée et en mer Noire, la guerre contre la Chine en mer de Chine, la guerre contre l'Iran en mer Rouge. Si on laisse faire ces gens-là, ils se placent et ils le disent ouvertement pour remporter la Troisième Guerre mondiale. Ils sont en train de tenter d'organiser 3 OTAN. L'OTAN classique en Europe, en mer Noire et en Méditerranée, l'OTAN du Proche-Orient avec Israël au Proche-Orient et l'OTAN du Pacifique, le Quad, avec la Nouvelle-Zélande, avec la Corée du Sud, avec l'Australie, avec le Japon. Dans tous les cas, c'est la guerre avec des puissances nucléaires, puisque, rappelons-le, la Chine est au seuil, est une puissance atomique, parce que la Russie est une puissance atomique, la première puissance mondiale, puisqu'elle a 1000 têtes nucléaires de plus que les États-Unis. Mais enfin, parce que l'Iran est en capacité d'accéder immédiatement à la bombe atomique. Voilà le danger. Il y a un film célèbre des années 60 qui a un savant fou allemand, nazi, passé au service des Américains. C'est le docteur Folamour. Strangelov en anglais. Le docteur Folamour, Strangelov, ils sont aujourd'hui, depuis 60 ans, au pouvoir à Washington et ils mettent en danger la paix du monde.
Merci à vous, Luc Michel. On va vous laisser vous reposer. On va se retrouver déjà probablement demain dans 7 mondes et mercredi prochain dans Géo2, géopolitique, géostratégie. On va respirer. Je rappelle que pour tous ceux qui veulent prendre cette émission en direct, vous pouvez retrouver nos liens, le lien pour suivre Panafricom en direct dans tous nos forums et forats. Pratiquement l'émission en direct sur streaming. Alors, Luc Michel, merci et bon dimanche. Ben, à bientôt et un bon plateau à tes panélistes, en particulier au professeur Retou, à qui je remets toutes mes amitiés. Merci, professeur Reto Bruno. Il est professeur de la science du médicament et le professeur Kojo Otonji, professeur de biologie moléculaire. On va juste respirer un peu, on va les prendre dans les minutes qui arrivent, les 5 à 10 minutes qui arrivent. Et avec eux, nous allons examiner dans un champ large, vraiment large, la question des maladies sexuellement transmissibles en Afrique et surtout les dégâts, que ce soit physiques, que ce soit sanitaires, que ce soit économiques, que ce soit même en termes de gouvernance dans cette Afrique, pour ces deux experts qui sont avec nous et qui regardent chaque jour l'Afrique avec beaucoup d'amour et beaucoup de patriotisme. Madame, salut monsieur, on se retrouve à tout de suite.